Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour l'invitation à cette journée de pharmacovigilance. Je m'appelle Amaïel Rey et je suis pharmacien, consultant en épidémiologie pour la société IQVIA. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes travaux réalisés au cours de ma thèse de sciences réalisée lors de mon internat en pharmacie au sein du service de pharmacologie clinique du CHU d'Amiens, pour lequel j'ai été encadrée par le docteur Sophie Labeuf et Valérie Gras. Et cette étude spécifique portait sur l'identification des caractéristiques et des facteurs de risque des insuffisances rénales aiguës d'origine en partie médicamenteuse acquises en communauté et à l'hôpital. Nous nous sommes intéressés à l'IRA du fait de la place qu'occupent les médicaments dans son étiologie, ainsi que dans ses conséquences à court et à long terme, faisant de sa meilleure compréhension une véritable mission de santé publique, de pharmacovigilance et de pharmacoépidémiologie. L'IRA est une altération rapide et habituellement réversible de la fonction rénale. La classification KDIGO classe l'IRA en 3 stades de sévérité en fonction de la créatinémie et de la diurèse. On distingue 3 types d'IRA, l'IRA fonctionnelle, l'IRA obstructive et l'IRA organique, bien que la plupart du temps l'IRA soit d'origine multifactorielle. L'IRA toucherait dans le monde un adulte sur 5 avec un taux de mortalité associé de 20%. Les facteurs de risque retrouvés dans la littérature sont l'âge avancé, l'IMC élevé et certaines comorbidités telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'IRC, donc l'insuffisance rénale chronique, et les anciens épisodes d'insuffisance rénale aiguë. La part médicamenteuse constitue l'une des principales causes d'IRA, représentant 55 à 75% des IRA admises en réanimation. Selon une méta-analyse, chaque médicament néphrotoxique supplémentaire augmenterait le risque de développer une IRA de 53%. Plusieurs mécanismes physiopathologiques sont décrits dans la littérature, tels qu'une réduction du débit de filtration glomérulaire, mais également des phénomènes immunoallergiques ou une nécrose tubulaire aiguë ou encore une néphrite tubulo-interstitielle. Quelques facteurs de risque des IRA médicamenteuses sont décrites dans la littérature, mais très peu les ont étudiés en fonction du lieu d'acquisition de ces IRA. Pourtant, ces IRA représentent des différences caractéristiques. Les IRA acquises à l'hôpital, donc IRA AH, sont beaucoup plus étudiées, notamment dans les services de réanimation, en raison du nombre élevé de médicaments néphrotoxiques administrés. La part médicamenteuse représenterait 37,7% de ces IRA. Lorsqu'on regarde les IRA acquises en communauté, la part médicamenteuse représente 58,8% de ces IRA acquises en communauté. Elles sont beaucoup moins étudiées que les IRA acquises à l'hôpital. Pourtant, elles peuvent représenter jusqu'à 79% des cas d'IRA. Les IRA acquises à l'hôpital semblent avoir une moins bonne survie que celles acquises en communauté, mais avec un taux de mortalité plus important, mais les IRA acquises en communauté sont plus graves selon le grade KDIGO. L'évolution de l'IRA dépend grandement de la suppression précoce des facteurs de risque afin d'améliorer le pronostic des patients. Le facteur sur lequel il est le plus facile de manœuvrer est la part médicamenteuse, car elle est importante et parfois évitable. Les objectifs de cette étude étaient d'améliorer les connaissances sur les IRA médicamenteuses, à la fois sur leur proportion, les facteurs de risque, l'évolution à court terme et les caractéristiques en fonction du lieu d'acquisition. Pour cela, nous sommes partis d'une cohorte de patients hospitalisés souffrant d'IRA médicamenteuses, afin de répondre à nos différents objectifs. La première étape était la création de notre cohorte afin de pouvoir étudier ces IRA. Une étude rétrospective monocentrique appelée IRA-PMSI a été menée au CHU d'Amiens Picardie du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Grâce à une collaboration avec le département d'information médicale, nous avons inclus les patients de plus de 18 ans avec au moins 2 mesures disponibles de la créatinine plasmatique pendant le séjour hospitalier. Ensuite, avec un examen manuel de chaque dossier médico-électronique, donc DME, nous avons appliqué nos critères d'exclusion. À cette étape, la DIM nous a fourni les codes CIM10 de diagnostic des patients inclus. Puis, ayant accès aux données de laboratoire, nous avons appliqué un algorithme manuel basé sur les critères de créatinémie KDIGO et sur le diagnostic du praticien afin d'identifier les cas d'IRA
pour constituer une cohorte de patients hospitalisés présentant une insuffisance rénale aiguë. Cette cohorte a déjà fait l'objet d'une première publication. Ensuite, il a fallu identifier les IRA d'origine en partie médicamenteuse et pour cela, nous avons utilisé l'échelle de Naranjo. Il s'agit d'une échelle qui permet de déterminer l'imputabilité d'un médicament. Cette échelle est basée sur 10 questions relatives à la chronologie, à la sémiologie et à la bibliographie. 3 réponses sont possibles et un système de notation empirique pondéré est mis en place pour chaque réponse, ce qui permet d'obtenir un score d'imputabilité. Ce score reflète la force de la relation causale entre l'effet indésirable du médicament et l'effet indésirable médicamenteux et le médicament imputé. Cette échelle est validée et mondialement utilisée. Après application de l'échelle de Naranjo à chaque médicament, chaque IRA médicamenteuse a été classée selon son lieu d'acquisition en utilisant l'algorithme basé sur les critères Cadigo et sur le diagnostic du praticien. Et ensuite, grâce à une analyse manuelle de chaque DME, nous avons relevé certaines variables d'intérêt, à savoir la classe ATC des médicaments imputés, des variables démographiques, les comorbidités d'intérêt et les données cliniques relatives à l'épisode d'IRA, à savoir l'unité médicale, mais également le grade Cadigo, le recours ou non à la dialyse et l'évolution de cette IRA. Des statistiques descriptives ont été conduites pour caractériser les IRA avec une part médicamenteuse. Les sous-groupes, donc acquis à l'hôpital ou acquis en communauté, ainsi que les médicaments imputés ont été comparés en utilisant des tests du Ki2 ou le test de Fisher selon la distribution des données. Pour comparer les IRA avec une part médicamenteuse à celle n'en ayant pas, des odds ratios bruts avec leur intervalle de confiance à 95% et la valeur du petit p ont été calculés. Afin de comprendre la relation entre les facteurs de risque et l'IRA avec une part médicamenteuse, une régression logistique multivariée a ensuite été menée en prenant comme référence le groupe d'IRA sans part médicamenteuse. Pour optimiser l'ajustement du modèle, un modèle parcimonieux incluant toutes les variables ayant un petit p inférieur à 0,2 lors de l'analyse bivariée ou alors celles qui présentaient un intérêt contextuel ont été choisies. Notre cohorte nous a permis d'identifier 1557 cas d'IRA, sur lesquels 445 avaient une part médicamenteuse, donc 28,6%. Parmi ces IRA médicamenteuses, quasiment 60% étaient acquises à l'hôpital et 40% acquises en communauté. L'âge moyen de nos patients était de 72,1 ans. Par rapport aux patients présentant une IRA non médicamenteuse, les patients présentant une IRA médicamenteuse étaient significativement plus susceptibles d'être des femmes, d'être obèses et d'avoir des comorbidités. Les IRA d'origine médicamenteuse étaient plus susceptibles d'être pris en charge dans le service de néphrologie, tandis que les IRA non médicamenteuses étaient prises en charge dans les unités de réanimation. Les IRA d'origine médicamenteuse étaient significativement plus susceptibles d'avoir une issue favorable, mais étaient également plus susceptibles d'entraîner l'apparition ou la progression d'une IRC. Au total, 1009 médicaments ont été imputés. Pour toutes nos IRA médicamenteuses, mais également pour les sous-groupes, les deux sous-groupes, les principales classes ATC étaient les diurétiques, et également les antibiotiques pour la population de toutes les IRA médicamenteuses. Lorsqu'on s'intéresse un peu plus aux médicaments impliqués, on retrouve pour les diurétiques le furosémide, la spironolactone et le ramipril principalement. Et pour les antibiotiques, les pénicillines, les sulfamides et les fluoroquinolones. Ensuite, si l'on regarde les médicaments qui étaient significativement différents selon les groupes d'acquisition, selon le statut d'acquisition, les antibiotiques, les diurétiques et les agents de contraste étaient plus susceptibles d'être imputés pour les IRA acquises à l'hôpital, tandis que les antinéoplasiques et les immunosuppresseurs étaient significativement plus susceptibles d'être impliqués pour les IRA acquises en communauté. Le sexe féminin, l'IRC et les antécédents d'effets indésirables médicamenteux de tout type étaient des facteurs de risque significativement associés avec l'IRA ayant une part médicamenteuse. Lorsque nous nous sommes intéressés aux sous-groupes selon le lieu d'acquisition, l'IRC était un facteur de risque significatif dans les deux sous-groupes,
En revanche, le sexe féminin était un facteur de risque uniquement pour les IRA acquises en communauté. Notre étude de patients hospitalisés atteints d'IRA a mis en évidence une proportion élevée de patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë d'origine médicamenteuse, et elle nous a permis de caractériser et de décrire ces IRA selon le lieu d'acquisition. Les caractéristiques à court terme de ces IRA avec une part médicamenteuse ont pu être étudiées, ce qui est peu rapporté dans la littérature. Nous avons montré des différences d'évolution, mais également de médicaments imputés, ce qui laisse présager des moyens de prévention spécifiques, tels que par exemple une hydratation plus importante avant l'administration de produits de contraste iodé, mais également une sensibilisation aux patients en communauté de s'hydrater beaucoup plus lorsqu'ils sont polymédiqués par des néphrotoxiques. D'ailleurs, cette polymédication devrait être réduite tant que cela est possible. Plusieurs facteurs de risque significatifs associés à l'IRA ont été identifiés, l'IRA d'origine médicamenteuse. Le sexe féminin est documenté dans la littérature. Ceci peut être expliqué par la présence historiquement moindre des femmes par rapport aux hommes dans les essais cliniques, mais également par des caractéristiques physiologiques spécifiques comme le statut hormonal qui peut modifier la pharmacocinétique, mais également la pharmacodynamie des médicaments. Les antécédents d'effets indésirables médicamenteux de tout type ont également été décrits dans la littérature. Alors cela peut être dû à des réactions à mémoire immunitaire, telles que les IRA induites par les antibiotiques, qui tendent à s'aggraver en cas d'exposition répétée. Mais une autre explication pourrait être liée aux caractéristiques des patients qui présentent ces effets indésirables médicamenteux. En effet, ces patients semblent être plus fragiles et présenter plus de comorbidités. Enfin, la relation entre IRC et IRA est déjà bien étudiée dans la littérature. Notamment, l'IRC est connu pour prédisposer ou sensibiliser les patients à l'IRA, mais également pour ralentir la capacité de récupération du rein. De plus, les patients ayant un faible DFG, donc débit de filtration glomérulaire, présentent un risque élevé d'effets indésirables médicamenteux en raison de l'altération du métabolisme et de l'excrétion des médicaments, ainsi qu'en raison de l'accumulation plus importante des médicaments d'origine et de leurs métabolites. La constitution de notre cohorte nous a permis d'identifier rigoureusement les IRA avec une part médicamenteuse, grâce notamment à l'application de l'échelle de Narendro, mais également grâce à l'utilisation des critères Cadigo et à la lecture manuelle de chaque DME. La force de cette analyse est la comparaison entre les IRA médicamenteuses acquises à l'hôpital et celles acquises en communauté, notamment grâce au nombre important d'IRA que nous avions. Nous avons ainsi pu mettre en évidence des différences entre les caractéristiques des patients, les médicaments imputés et le devenir des patients. Notre étude présente quand même certaines limites, bien sûr. Notre méthodologie a été chronophage car il a fallu relire manuellement tous les DME des patients. Notre cohorte était monocentrique. Donc nos résultats ne peuvent pas refléter parfaitement la prescription au niveau national français et la validité externe de nos résultats n'a pas pu être testée. Il y a également la question de la fiabilité des variables lorsqu'on utilise des bases médico-administratives. En effet, les données sont produites en soins courants et non dans le cas d'une étude. Donc si une donnée est absente, c'est soit parce que la caractéristique est absente, soit parce qu'elle n'a pas été recherchée. Nous n'avions pas de données sur l'automédication, donc nous avons pu sous-estimer l'effet de certains médicaments, comme les AINS. Notre période d'étude était assez courte, 6 mois, et nous n'avions pas de suivi des patients, donc nous n'avions pas d'informations sur la conséquence à long terme de ces IRA, ni sur l'effet d'un potentiel rechallenge de médicaments néphrotoxiques. Pour conclure, les IRA d'origine médicamenteuse représentent une proportion importante et peut-être sous-estimée des IRA communautaires et hospitalières. Notre vaste étude comparative d'IRA acquises à l'hôpital et en communauté a permis de mieux comprendre l'épidémiologie, les facteurs de risque, l'évolution et les médicaments de ces deux types spécifiques d'IRA. Compte tenu des conséquences graves de l'IRA sur les reins, optimiser les traitements et personnaliser la prévention de ces IRA en fonction du lieu d'acquisition, mais également en fonction du profil des patients à risque, donc par exemple chez les femmes ou chez les patients souffrant d'IRC,
Cela peut permettre de limiter le risque d'IRA d'origine médicamenteuse et ainsi avoir un impact positif sur les coûts de soins de santé et le soin aux patients. Pour étudier l'insuffisance rénale aiguë de manière plus approfondie et améliorer la qualité de nos données, des recherches futures pourraient inclure une période de suivi plus longue, une cohorte multicentrique pour augmenter la puissance de notre étude, et on pourrait également penser à utiliser des méthodes de type programmation neurolinguistique, donc des méthodes d'intelligence artificielle, afin d'avoir une lecture des DME automatique et donc un gain de temps considérable sur notre méthodologie. Vous pouvez retrouver tous ces résultats et cette discussion dans une publication du Fundamental and Clinical Pharmacology de cet été 2022. Je remercie le professeur Sophie Labeuf et le docteur Valérie Gras pour l'encadrement dans le cadre de ce projet de thèse, mais également pour l'invitation à cette journée de pharmacovigilance, le service de pharmacologie clinique et le CERBV d'Amiens, et également le laboratoire MP3CV. Merci de votre attention et très bonne journée de pharmacovigilance.